Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne de reportage Terre de Découverte. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos escapades. Nous voici de retour dans notre Provence natale, très exactement à Cotignac, dans l'arrière-pays varois, non loin de Barjol, Saint-Maximin et pas très loin non plus de Brignoles. Nous vous proposons une petite visite du village de Cotignac, petit village de caractère. Nous irons à la découverte des grottes et des maisons troglodytes. Au détour des ruelles, nous ferons la connaissance de Stéphane, un artisan créateur, artiste dans l'âme et pour le moins hors du commun. Et nous terminerons notre reportage par la visite du sanctuaire de Notre-Dame de Grâce, au lieu de pèlerinage. Cotignac, village de caractère d'environ 2000 habitants, se blottit au pied d'un immense rocher de tuf. Cotignac est nouvellement labellisé plus beau village de France. La fontaine des 4 saisons, située sur le cours Gambetta, fut construite en 1810. Cette église de style roman a été bâtie en 1266. La rue de l'Horloge abritait la première poste en 1703. Les maisons de cette rue datent du Moyen Âge. Partons à la découverte des richesses du passé et laissons-nous guider dans le vieux Cotignac à travers ces charmantes ruelles. Portes anciennes et vieilles maisons de pierre restaurées avec goût s'harmonisent subtilement et donnent beaucoup de cachet au village. Voici le théâtre de verdure. Créé sur des ruines en 1959, il accueille chaque été le festival de cinéma, des spectacles et des concerts d'hiver. Le moulin du Piquet est l'un des plus anciens moulins à huile parmi les 14 qui existaient à Cotignac. Le rocher est le symbole du village de Cotignac. Dans les jardins du rocher se trouve un ancien hospice datant de 1314. Ce lieu a été aménagé par la municipalité
pour agrémenter l'accueil de la visite du rocher. Cette falaise de tuf, que tout le monde appelle ici le rocher, est haute de 80 mètres et s'étend sur 400 mètres. Ce rocher et ses habitations troglodytiques servaient de cachette pour les habitants, leurs troupeaux et leurs vivres pendant les périodes d'invasion. Marcher plié. T'as tapé la tête. Parmi les grottes, il en est une impressionnante, la salle des merveilles. L'origine est féodale et remonte donc vraisemblablement entre le 8e et le 11e siècle. Sympa le coussin avec les coordonnées GPS de Cotignac. Nous allons rentrer maintenant dans la boutique EAM, la boutique de Stéphane, et vous allez voir que toutes ces explications sont fort intéressantes. Il mêle à la fois art et spiritualité. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bienvenue. C'est vraiment la matière, je crois, qui me guide. La matière, le mouvement, la forme. Voilà, en fait, c'est vraiment un processus que je ne contrôle pas quelque part. Je ne peux pas faire autrement pour créer, c'est-à-dire les mains dedans, dans la matière, et advienne que pourra. Je me dis, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, ça ne marche pas. Voilà, ça veut pas, et même, comble du sort, c'est que ça casse. Voilà, donc quelque part, c'est comme si on me disait, je ne peux pas travailler avec ma tête. Voilà, je travaille avec mon cœur, je travaille avec mes mains, je suis dans le mouvement, je suis dans le ressenti. Après, moi, je suis passionné par les mystères de la vie, les mystères de l'homme, voilà, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché, secret. J'aime, c'est pas pour percer les mystères, mais ça me séduit. Et j'essaye dans ce lieu-là, dans cette ambiance-là, de retraduire ça, quoi, cet attrait, cette magie du mystère. Et je trouve que cet espace-là, ce lieu, il y contribue beaucoup. Et le bois, c'est quoi comme bois? Alors c'est du ziricote. Je suis parti d'une sorte de sphère un peu de cette taille-là, quoi. Voilà, pareil en ziricote. L'inspiration, je pense qu'en fait, notre âme, elle se nourrit. Elle se nourrit de tout ce qui l'entoure. Le paysage, que font les uns les autres, les formes de visage et tout. Enfin, moi, j'observe beaucoup tout ça, j'écoute beaucoup. Tous mes sens sont toujours en éveil. Après, je sais pas, ça ressort d'une manière ou d'une autre. Ouais, comme je dis, ça me tourne autour. Donc je sais pas, l'inspiration, je pense qu'il y a quelque chose qui nous transcende derrière tout ça, hein. Quelque chose qui nous dépasse, hein. C'est le travail de l'artiste ou du créateur qui est relié à quelque chose de plus grand que lui. Certains y voient un dieu, ou voilà, moi je vois la vie, je préfère, c'est plus libre. En fait, je rentre dans la matière, c'est la matière qui parle. C'est-à-dire que j'ai pas d'idée préconçue, je sais pas où je vais, je prends mon bout de bois, et puis j'y vais, puis un bout, hop, je passe à un autre, et puis voilà,
C'est ce qui fait qu'il y a plein de choses un peu en cours ici. Alors là, ici, on est sur les fleurs de vie, ce que j'appelle moi des fleurs alchimiques. Donc ce sont vraiment des toiles symboliques. Et elles sont donc, ces fleurs alchimiques, pourquoi alchimiques? C'est parce qu'elles amènent à transformer des états, à transformer peut-être, je dis ça sans prétention, notre conscience, la conscience de celui qui la contemple. C'est le principe des mandalas qu'on retrouve dans la tradition bouddhiste. Mais là, moi, je ne me suis pas enquiquiné avec des traditions de quoi que ce soit. J'ai simplement pris la fleur de vie qu'on retrouve dans toutes les civilisations. Et la fleur de vie, ce sont ces sphères qui s'emboîtent les unes dans les autres, comme deux univers qui se rencontrent et qui créent. Et c'est la manière dont l'univers et où la vie s'expanse, en fait. Voilà. On retrouve ça dans la formation, les premiers jours de la formation d'un embryon, ce qu'on appelle la mûre ou la morula. Et c'est vraiment, voilà, les cellules qui se divisent, qui se créent. Et ça, c'est la même chose. C'est vraiment comme des cellules qui se divisent. Et ça finit par créer, effectivement, des formes. Et on retrouve toutes les formes de géométrie dans la fleur de vie. Et la fleur de vie, elle a été utilisée autrefois par ceux qui avaient la connaissance et qui bâtissaient les temples sacrés, les cathédrales, les châteaux, etc. C'était vraiment une connaissance des initiés et qui utilisaient cette mathématique divine, cette mathématique de l'univers. Voilà. Et par extension aussi, ça se rapporte à notre propre corps, puisque notre corps c'est un temple et notre corps aussi est basé sur cette fleur de vie. On connaît le canon de Vitruve que Léonard de Vinci a rendu célèbre, qu'on retrouve, voilà, l'homme qui est comme ça, l'homme parfait, qui s'inscrit dans la fleur de vie en fait. Voilà. Et moi j'ai travaillé sur deux vibrations, le soleil et la lune, l'or et l'argent, le masculin, le féminin, le yin, le yang, voilà. Et après, donc moi, c'est des fleurs de vie de différents diamètres que j'emboîte les unes dans les autres. Déjà, moi, quand je les ai créées, elles me faisaient énormément travailler les énergies, la conscience. Il s'est vraiment passé quelque chose, mais pas dans le mental. Je ne pouvais pas réfléchir, je ne pouvais pas analyser et comprendre ce qui se passait, en fait. Voilà. Et puis, donc, ces fleurs de vie, elles s'adressent vraiment à quelque chose de nous qui est au-delà du mental, c'est-à-dire au-delà du logique, de l'analytique ou de la compréhension. Elles viennent toucher ça. Et des gens qui les ont adoptées, qui les ont placées chez eux dans leur salon ou quoi, m'ont dit que vraiment, ça a modifié la vibration de leur habitat. Une fois que j'avais gardé le motif, parce qu'il y en a, c'est plein, ici, comme c'est plein, ça concentre. Quand c'est plus ouvert, comme ça, ou comme celle-ci, là-bas, où c'est des gens qui ont besoin qui sont trop étriqués, trop coincés, c'est là, ça a besoin de respirer. Ou alors ça, c'est des gens qui sont trop dispersés, trop perchés, qui tiennent pas en place, ça va les aider à se concentrer. Alors après, bien sûr, le noir et blanc, ça peut être le yin et le yang. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le noir, c'est une énergie qui concentre et le blanc, c'est quelque chose qui ouvre. Donc il y a cet équilibre, en fait. Quelque part, c'est l'équilibre par la symbolique des couleurs, des forces dynamiques. Le yin, le yang, on pourrait dire. Le yin qui est le féminin, c'est le noir, c'est cette couleur qui concentre, voilà. C'est le champ de tous les possibles. Le noir, c'est l'écrin de la lumière. C'est dans le noir, il n'y a rien, donc tout est possible en fait. Le yin, le yang, c'est l'eau et le feu. Et une fois que l'eau et le feu s'équilibrent, on crée quelque chose. C'est les deux grandes forces de l'univers. Qu'est-ce que vous me conseillez comme talisman, comme onde de forme, comme symbole? Et je leur dis, il faut aller vers ce qui vous appelle. Et je dis, qu'est-ce qui vous attire? Laquelle vous a tapé dans l'œil quand vous êtes arrivé là, vous êtes rentré, etc. Mais c'est celle-ci. Je dis, prenez-la. Prenez, c'est celle-ci dont vous avez besoin. Et effectivement, quand je leur explique toute la symbolique qu'il y a dans un talisman, par la matière, par la couleur, par l'onde de forme, par ce que moi j'ai pu éventuellement ressentir, eh bien, les gens me disent, ah mais c'est trop ça, ah mais oui, ça me ressemble, c'est ce dont j'ai besoin. Et donc ça peut être soit effectivement lié à une faiblesse, lié à une faille, à une blessure, quelque chose qui doit être cautérisé, ou un projet. Voilà, quelqu'un qui va par exemple acheter un croissant de lune, quand je leur explique que le croissant de lune, c'est le croissant, c'est tout ce qui croît, c'est la lune, c'est la transformation, c'est la gestation, c'est la créativité. Et que je leur dis, voilà, elles me disent, oui, dans ma vie en ce moment, je suis en train de monter un nouveau projet, et effectivement, le projet est en train de s'expanser. Et je dis, voilà, le croissant de lune, il représente ça, il représente ce qui est en train de naître et qui va aller vers le plein, la pleine lune. Voilà.
plus de votre boutique, vous faites aussi des soins, c'est ça? Oui, voilà, je pratique le soin en tant que guérisseur traditionnel, c'est-à-dire que je travaille autant avec mes mains, voilà, où je vais rebooter les énergies, voilà, soigner une tendinite, une sciatique, un eczéma, une fatigue, une verrue, etc. Voilà. Et autant aussi en tant que chaman avec un tambour que j'ai fabriqué moi-même et puis les chants sacrés. Voilà. Ça fait 15 ans que je pratique le soin et que j'accompagne les gens. Voilà, donc dans le soin dit énergétique et dans le soin de tradition chamanique où là vraiment on aborde, je dirais, le champ de tous les possibles. C'est quelque chose qui me passionne et j'ai pas décidé, moi, de toute façon je crois que c'est un petit peu l'histoire de tous les guérisseurs de France, de Navarre et d'ailleurs du monde, c'est qu'on ne décide pas d'être guérisseur, c'est qu'à un moment la vie nous met face à cette évidence-là. Il faut l'accepter, c'est pas évident. Moi, quand la vie est venue me chercher pour me dire, tu sais, il faut pousser la voie du chaman, il faut rentrer dans cette voie-là, ma vie a été totalement chamboulée, mise sans dessus-dessous. C'est une réalité, voilà, je fais partie de ces guérisseurs ou de ces chamans qu'on dit foudroyés, tels que Mircea Eliade, qui est un historien des religions, qui est connu, qui a aidé à ce que le chamanisme reprenne un peu ses lettres de noblesse, a défini comme une des 3 voies qui fait le chaman, voilà. Et pour moi, ça a été la voie du foudroiement, c'est-à-dire que le monde spirituel, le monde des esprits, le monde des guides, le monde de la vie est venu me chercher dans mon quotidien avec voilà, vraiment des phénomènes qui dépassent le rationnel, qui dépassent la logique et l'entendement. Et face à ça, on ne peut que se dire, ok, il y a autre chose, il y a autre chose, voilà. Il y a une autre réalité. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage de Cotignac et en dernière partie, nous allons vous montrer le sanctuaire de Notre-Dame de Grâce. On y va. Au sud-ouest de Cotignac s'élève le mont Verdaille. C'est sur cette colline que fut bâtie en 1519 la chapelle Notre-Dame de Grâce. Le 10 août de l'an grâce 1519, la Sainte Vierge apparut à un homme appelé Jean de la Baume. Elle lui ordonna expressément d'aller dire aux gens du pays qu'ils se rendissent en procession sur ce lieu et qu'ils y bâtissent une église sous le nom de Notre-Dame de Grâce. La première église est une étable. L'esprit de Nazareth doit se répandre. D'ailleurs, Jésus a vu le jour dans une étable de Bethléem.
C'est à environ 2,5 km de Notre-Dame-de-Grâce que se trouve le sanctuaire Saint-Joseph. Il apparut le 7 juin 1660 à un jeune berger, Gaspard Ricard. Épuisé de soif, soudainement, un homme imposant se présente près de lui et lui demande de soulever un gros rocher pour trouver de l'eau et y boire. Au sommet du rocher se dressent fièrement 2 tours médiévales. Il s'agirait d'une tour de guet et d'une forteresse, et elle pourrait dater du XIe siècle.